Bonjour à tous, Et à toutes. à tous, à toutes et au reste bien évidemment. Aujourd'hui nous allons aborder un thème qui en a fait rêver plus d'un, les exoplanètes. Les quoi? Ce sont les planètes en dehors de notre système solaire. Ah, les planètes de l'espace. Si tu veux... Attends, quoi? Ouais, c'est bon, je me comprends, enchaîne. Bref, je disais... Ah oui, aujourd'hui nous allons voir les exoplanètes. La conquête spatiale. S'il y a bien un truc qui a fait rêver toute l'humanité, c'est bien ça. Bon, mis à part les quelques râleurs qui disent qu'on investit beaucoup trop d'argent là-dedans, alors qu'on devrait l'investir sur quelque chose de plus utile, comme par exemple de sauver notre planète. Ce qui n'est pas faux. Oui, mais ça fait moins rêver. Cela dit, c'est bien beau de rêver, mais concrètement, qu'est-ce qu'on sait de ce qu'il y a réellement après Pluton? Eh bien, plein de choses, et pratiquement rien en même temps. Je m'explique. Oui, nous reconnaissons officiellement la présence de plus de 1800 exoplanètes en dehors de notre système solaire. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pratiquement rien d'elles. Tout ce qu'on sait, c'est détecter leur présence, la deviner, mais pas vraiment les voir. Pas genre faire une photo, ça, on sait pas faire. Ce qui est quand même emmerdant. Pourquoi on les regarde pas avec nos super télescopes de l'espace? Tu veux parler double, j'imagine. Lui ou un autre? Alors oui, on est capable de voir très très loin avec nos télescopes. On est capable d'observer une galaxie qui se situe à l'autre bout de l'univers observable. Mais ce qu'on observe d'elle, ce sont ses étoiles, pas ses exoplanètes. Les étoiles, c'est très très éclairante. Alors que de leur côté, les exoplanètes, la seule chose qui émane d'elles comme lumière, c'est le reflet de leurs étoiles, ce qui n'est vraiment pas assez pour nous. Mais le gros souci, ça vient justement de leurs étoiles. Elles sont tellement éclairantes qu'elles vont obstruer tout ce qu'il y a autour d'elles. Pour vous expliquer le phénomène, c'est un peu comme quand vous regardez le soleil droit dans les yeux. Vous ne voyez plus très bien et surtout vous ne voyez rien de ce qu'il y a autour. Il vous aveugle par sa lumière. C'est exactement ce qui se passe dans l'espace. Bah, on fait comment pour savoir qu'elles sont là? Il y a plusieurs méthodes. Il y en a certaines qui sont très efficaces et d'autres qui ne fonctionnent que dans certains cas précis et pas très bien. Il existe deux grosses méthodes très efficaces et d'autres qui fonctionnent plus ou moins. La première méthode qu'on a utilisée est toujours celle qu'on utilise le plus. Elle se nomme la méthode radiale. T'en fais pas un peu trop là? Je disais donc, la méthode la plus utilisée est la méthode radiale, ce qui est un très joli terme bien compliqué qui ne nous explique absolument pas comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous devez comprendre un phénomène assez méconnu des systèmes stellaires. Stellaire? Système solaire de l'espace. Contrairement à ce qu'on peut croire, une planète ne tourne pas autour de son étoile. En réalité, les deux astres vont tourner autour d'un centre de gravité, qui est un point imaginaire entre les deux. Bon, bien évidemment, il n'est pas pile au milieu. En réalité, il va se rapprocher de l'objet le plus massif des deux. Et donc du coup, plus la différence de masse est importante, et plus il se rapproche de son étoile. Bien évidemment, dans le cas d'une étoile, justement, l'étoile est tellement plus massique que la planète que le centre est très très proche de l'étoile. Et donc du coup, au lieu de faire des grands axes de rotation, l'étoile va plutôt vibrer. Par conséquent, quand on observe une étoile, on arrive à observer cette vibration et ainsi en déduire s'il y a une exoplanète autour de cette étoile. L'étoile ne vibre pas vraiment, ou du moins on n'observe pas ça. Tout ce qu'on arrive à observer, c'est une très légère variation de couleur, grâce à ce qu'on appelle l'effet Doppler. Et encore, quand je dis on, ce sont des machines qui arrivent à repérer cette variation d'ondes lumineuses. Nous, on n'y arrive pas. Mais on ne va pas parler de tout ça, c'est pas du tout l'objet de l'épisode. Ce système est bon, mais il a quand même un gros défaut, c'est qu'on n'a que très peu d'informations avec ça. En gros, on sait s'il y a une exoplanète, sa masse, son orbite autour de son étoile, et éventuellement, dans certains cas, sa température minimale. Mais c'est tout. Pour trouver une deuxième planète, c'est pas idéal. Faudrait voir si la deuxième méthode nous donne pas un peu plus d'infos. La méthode du transit. Cette méthode est très simple. C'est le principe d'une éclipse. Quand vous avez une étoile avec une planète dont son orbite passe entre nous deux, donc vraiment entre nous, forcément, on la voit passer. L'étoile va perdre un peu de son intensité, étant donné qu'elle sera en partie obstruée par cette planète. Et donc, du coup, on la voit. Avec cette technique, on arrive à connaître le volume d'une planète. Et donc, si on l'associe à la masse qu'on a calculée avant, là, on connaît sa densité. Et avec ça, on sait savoir si c'est une planète gazeuse ou si c'est une planète tellurique. On peut même, dans certains cas, essayer d'imaginer de quoi est constituée cette planète. Est-ce que c'est surtout de l'eau? Est-ce que c'est surtout de la roche? Mais bon, ça, c'est de l'imagination. On n'arrive pas à le savoir à 100%. Et puis, un gros problème de cette technique, c'est que ça marche vraiment bien sur les étoiles naines rouges. En revanche, les étoiles qui ont beaucoup plus de lumière, ça marche moins bien. Par exemple, avec notre Soleil, ça marcherait pas tant que ça, parce que c'est trop lumineux, et donc du coup, on ne voit pas la petite planète passer. Et ça, c'est emmerdant. Cela dit, plus de la moitié des étoiles de notre galaxie
sont des naines rouges. Donc on a de quoi travailler avant d'être en rupture de stock là, hein. Il y a d'autres méthodes, mais c'est surtout ces deux-là qu'on utilise. D'ailleurs, les autres sont souvent des dérivés de ces deux-là, des adaptations qu'on a faites en fonction de la situation. Bon, bah, c'est bien joli de savoir comment on découvre les exoplanètes, mais maintenant, bah, il faudrait commencer à parler des exoplanètes. Et sans plus attendre, voici un petit top 5 de ce que j'estime être, selon moi, 5 exoplanètes vraiment intéressantes. C'est le premier astre qu'on a découvert en dehors de notre système solaire. Alors on a suspecté son existence à partir de 84, mais c'est vraiment en 89 qu'il y a eu une preuve officielle de son existence. Oui, c'est tout récent la chasse aux exoplanètes. On commençait déjà à aborder cette idée-là à partir du XVIe siècle, mais c'est vraiment dans les années 80 que de vraies avancées ont eu lieu dans ce domaine. Cet astre se situe à 132 années-lumière de nous, dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Pourquoi tu dis astre et pas exoplanète? En fait, on n'est pas sûr que ce soit une planète. En réalité, on n'est pas sûr de sa masse. Et donc, du coup, on ne sait pas si c'est une géante super Jupiter, donc une gazeuse, ou alors si c'est une naine brune. Une étoile? Non, une naine brune, c'est pas une étoile, mais c'est pas une planète non plus. En gros, les naines brunes, c'est une catégorie à part qui est trop massique pour pouvoir être une planète, mais qui ne l'est pas assez pour qu'il y ait une réaction nucléaire de fusion en son sein, ce qui est la définition d'une étoile. Donc, c'est entre les deux. Tout ce qu'on sait sur cet astre, c'est qu'il fait au minimum 11 fois la masse de Jupiter. Donc ça reste quand même un gros morceau. Du coup, c'est laquelle la première exoplanète découverte si c'est pas elle? 51 Pégasi B. Alors elle, c'est la première vraie exoplanète découverte. Elle se situe à 51 années-lumière de nous, dans la constellation de Bellérophon. Mais ce qu'il y a de cool avec elle, c'est qu'elle a complètement chamboulé notre façon de voir les systèmes stellaires à l'époque. En gros, on pensait voir des systèmes stellaires comme chez nous, quoi, avec l'étoile en son centre, les planètes telluriques tout proches, et les planètes gazeuses à l'extrémité du système, ce qui est logique étant donné qu'il faut absolument de la glace pour former une gazeuse. Or, cette planète est gazeuse et tourne autour de son étoile à une orbite de 4 jours. Elle est vraiment très proche. Vous vous rendez compte? En 4 jours, nous, il nous en faut 365. Et elle en 4. C'est pas beaucoup. Pour vous donner une idée, si vous vous mettez à sa surface et que vous regardez le ciel, le soleil prend toute la place et vous voyez qu'une énorme boule de feu. À l'époque, on pensait que les planètes restaient à l'endroit où elles se créaient, que tout était stable. Mais non, au moment de la création d'un système, c'est le bordel intégral, c'est le chaos. Les planètes se font expulser, d'autres se font avaler par l'étoile, et certaines vont voyager, ce qui est arrivé à Pégasi. Elle s'est rapprochée de son étoile avant de trouver une nouvelle orbite stable. C'est grâce à elle qu'on a découvert ce phénomène. Pour ce qui est de cette caractéristique, elle fait partie d'une famille qu'on a créée après elle, qu'on appelle les Jupiter chaudes. Donc oui, c'est une gazeuse qui fait plus ou moins la moitié de la masse de Jupiter, donc 150 fois la nôtre. Et il y fait 1000 degrés en surface. Je vous parle de surface, mais en réalité, les gazeuses n'ont pas de surface, étant donné que, comme son nom l'indique, c'est une planète faite de gaz. Donc il n'y a pas de surface telle que nous, on l'imagine. Idéal pour les vacances, en somme. Sinon, comme autre planète intéressante, c'est HD 100-546b. Par contre, cette planète n'est pas finie. C'est-à-dire? C'est une planète qui est encore en formation autour d'une jeune étoile. On appelle ça une protoplanète. D'ailleurs, techniquement, ce serait une proto-exoplanète. Elle se situe à 330 000 années-lumière dans la constellation de la Mouche. Quel nom de constellation pourrie! Oui, mais bon, d'un autre côté, vu le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, il y a bien un moment donné où, avec la mythologie, on a commencé à être à court de noms, il a bien fallu trouver autre chose. Mais je te l'accorde, la Mouche, c'est vraiment pas glamour. Cette planète fait partie d'une catégorie de planètes géantes, appelées les super Jupiter. Elle fait plus ou moins 10 fois la masse de Jupiter. Et, chose étrange, elle est vraiment très éloignée de son étoile. Elle est à 8 milliards de kilomètres d'elle, ce qui équivaut à... comme comparaison, je pourrais donner... nous, par rapport à notre étoile, on est 50 fois plus proche. Donc elle est vraiment loin. Ah, et il y fait 800 degrés. Comment ça, 800 degrés? Mais elle est trop éloignée de son étoile pour qu'il y fasse si chaud. Elle s'effondre sur elle-même, en fait. Oui, c'est un phénomène assez compliqué, que je serais incapable de vous expliquer déjà. Mais en gros, à cause de la pression qui est exercée sur elle, due à son effondrement, il y fait vraiment très très chaud. Voilà. Nous, ce qui nous fait rêver, ce sont des futures colonisations. Oui, pas de souci, il y a Kepler 452b. C'est une planète qui se situe dans la constellation du Cygne, et selon la NASA, c'est la planète la plus similaire de la Terre qu'ils aient trouvée jusqu'à présent. Il y a de l'eau et tout?
ça, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle tourne autour d'une étoile très similaire à la nôtre, à une orbite de 385 jours, c'est-à-dire 20 jours de plus que nous, et qu'elle fait plus ou moins 5 fois la masse de la Terre. Donc elle est dans la zone habitable. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. La zone habitable, ça veut pas dire qu'il y a de l'eau? Non. Ça veut dire que s'il y a de l'eau, alors elle peut être liquide si les conditions atmosphériques le permettent. Ici, dans notre système solaire, Vénus et Mars sont dans la zone habitable. Et sur Mars, il n'y a pas assez d'atmosphère pour que l'eau soit liquide dans toute sa surface. Or, ça, il le faut. Et Vénus, n'en parlons pas, c'est l'une des planètes les plus chaudes du système. Alors là, de l'eau liquide, c'est même pas en rêve. Mais il y a de la vie sur ta planète ou pas? Mais on n'en sait rien, tout ça. Il y a plein de critères qu'on ignore. On ne sait même pas si elle est tellurique, si ça se dit, c'est une petite gazeuse. Il y a plein de critères pour avoir de la vie. Et des tas qu'on ignore. Bon, je ne vais pas faire des détails maintenant, j'aimerais bien faire un épisode après sur les critères nécessaires à la vie. Mais il manque plein de détails pour qu'on puisse dire s'il y a de la vie ou non. T'as vraiment pas mieux à nous proposer? Si j'ai Gliese 581G. Son petit surnom à elle, c'est Zermina. Alors, cette planète-là, elle tourne autour d'une naine rouge dans sa zone habitable. C'est dans la constellation de la Balance, je pense. Et elle a une atmosphère parfaite. Certains scientifiques s'avancent même à dire qu'il y a des bactéries là-dessus. Cette planète est parfaite pour la vie. On a vraiment trouvé la petite perle rare là-dessus. Mais, Ben quoi? il y a un truc là, Ah je le sens. oui, j'oubliais. Elle n'existe pas. Tu as dit que les scientifiques le disaient viable? En gros, ce qui s'est passé, c'est que le champ magnétique de l'étoile a complètement faussé nos calculs, ce qui fait qu'on a cru qu'il y avait une planète alors qu'il n'y en avait pas. Par contre, tout ce que j'ai dit au sujet de l'atmosphère viable et tout ça, ça c'était des conneries que certains scientifiques ont sorti pour faire le buzz sur Internet. Parce qu'on en est là, au niveau de la conquête spatiale, des buzz sur Internet. Notre technologie actuelle ne nous permet pas de détecter des planètes viables. On ne connaît pas assez d'informations. Il y a plein de critères qu'on ignore au sujet des exoplanètes. Par exemple, est-ce qu'il y a un champ magnétique? Est-ce qu'il y a une atmosphère? Est-ce qu'il y a de l'eau, des plaques tectoniques? Tout ça, on n'en sait rien. Regardez Mars. C'est juste à côté. On y a envoyé des robots, on sait l'observer, et on n'est pas foutu de savoir s'il y a eu de la vie un jour là-dessus. Récemment, on a peut-être découvert une nouvelle planète chez nous, dans notre système. On sait déjà pas ce qu'il y a chez nous, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on sache chez nos voisins? Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Le but était de vous montrer que même si on avance à grands pas, la rencontre du troisième type n'est pas près d'arriver. Notre technologie est trop jeune et l'univers trop vaste, ça fait même pas demi-siècle qu'on recherche. C'est normal de rien trouver. C'est trop tôt, il va falloir attendre encore un tout petit peu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si l'épisode vous a plu, partagez-le et mettez un petit pouce. Si vous voulez savoir quand mes prochaines vidéos sortiront, eh bien abonnez-vous. Salah salah!